Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi 9 octobre 2019. Allons tout de suite en kiosque découvrir les publications des journaux parus en kiosque ce matin. Démarrons donc cette revue de presse avec Le Quotidien, la nouvelle expression qui met en sa une crise anglophone et si Dion Ngouté était l'homme de la situation. Le journal pose la question. Le président du Grand Dialogue National a révélé l'image d'un premier ministre chef du gouvernement volontaire et déterminé à donner le meilleur de lui-même pour réaliser la mission à lui confiée par le chef de l'État pour trouver une solution juste et durable à la crise anglophone. Le journal parle aussi du 7 octobre 2018, 7 octobre 2019. Qu'a fait Paul Biya de la première année? Il y a un an que Paul Biya a été réélu à la tête du Cameroun. L'homme qui a promis beaucoup d'opportunités vient de boucler une année à lutter beaucoup plus pour la paix et la sécurité. Le journal parle aussi du dialogue national. La position de Washington, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé exprime son espoir que des mesures supplémentaires seront prises à la suite du dialogue national. Libération tous azimuts et les clients de l'opération Épervier aussi, titre le journal. Après la libération des prisonniers de la crise anglophone et des marches blanches de Kamto, les défenseurs des clients de l'opération Épervier demandent d'étendre la clémence présidentielle. Le journal parle aussi de la malnutrition. Gaoundéré, champion du Cameroun, la région de l'Adamawa enregistre le plus fort taux de malnutrition au Cameroun, 40%. Zoom sur l'état des lieux et la stratégie de lutte mise en place. Le journal au quotidien, la nouvelle expression qui consacre aussi sa page internationale au Bénin. Le Bénin qui prépare son dialogue national. Le pays de Patrice Talon a programmé à partir de jeudi 10 octobre 2019 un dialogue national que l'exemple camerounais peut faire tache d'huile désormais à travers l'Afrique. Il y a aussi le Mali dont on en parle. Voilà pour ce qui est du quotidien, la nouvelle expression. Le quotidien, le Messager qui met en sa une, après grand dialogue national, la géopolitique du tribalisme en ébullition, l'arrêt des poursuites contre le MRC et ses alliés a développé des forts relents ethnico-tribaux chez certains Camerounais, par exemple, ce qui exige aussi la libération des élites de leur localité. Le journal parle aussi de l'ENAM avec de nouveaux MIMAC dans cette école, une école qui est d'ailleurs habituée à ces pratiques-là. Et puis l'affaire Paul Tchouta au cœur d'une roublardise judiciaire. Le cyberjournaliste serait arrivé au tribunal sans que son dossier d'audience y ait été inséré, de même qu'il a eu de la peine à obtenir, à être assorti de la prison pour aller comparaître. Le journal parle aussi de cette guerre entre Amugunoma et Olanga Obam, au mépris des multiples rappels à l'ordre de sa hiérarchie, la mère de licencie des agents communaux. Le journal Le Jour parle de ces mototaximens qui assiègent la mairie de Douala 5e. Et puis le journal évoque également, après l'arrêt des poursuites des partisans de Kamto maintenus en prison, le collectif des avocats en charge de leur défense révèle que 86 personnes restent détenues à la prison centrale de Yaoundé et environ 140 comparaissent libres devant les juridictions civiles de Yaoundé, Douala et Konsamba. Grand dialogue national, ce qu'on ne vous a pas dit, a écrit donc le journal Le Jour qui revient ici sur les dessous de cette affaire. Par exemple, jusqu'ici, le bilan attendu de l'argent qui a été, le montant, le compte rendu de ce qui a été dépensé pour la tenue de ce grand dialogue national. Le journal Repère parle de la crise anglophone, les concessions de trop, titre le journal. Quant au quotidien Mutation, Maurice Kamto, que fera-t-il de sa liberté entre repositionnement et épanouissement, les options qui s'offrent au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, indique le journal. Le journal parle émergence, pour sa part, parle de plus de 150 militants toujours poursuivis dans l'affaire du MRC, 82 encore en détention. Et puis le grand dialogue national, Fonds pour la communication du grand dialogue national, la polémique enfle, les journalistes jusqu'ici qui n'ont rien reçu, ça bourdonne dans les rédactions. Injustice incroyable, tout nu dans l'affaire Potuta, c'est aussi le journal Émergence qui révèle cela. Et puis le journal Le Soir, RDPC Saint-Éloi Bidong exige la libération des terroristes économiques. En une du journal, on a mis un certain nombre de figures du Serail, Marfa Amidou Yaya, Ondondong, Oubin Langenaona, Basila Tanganakuna, Jevin Mendozé et Polycarpe, ou encore Polycarpe Abba. Le journal le quotidien L'économie, pour sa part, parle de Paul Biya qui négocie la levée de suspension du Fonds mondial. Jusqu'ici, le Cameroun
Le Cameroun tardait à tenir ses engagements et le chef de l'État qui s'est donc rendu en France pour négocier la levée de cette suspension. Le journal Le Populiste, le journal satirique qui parle des Lions indomptables, la concession de Conceição. À toi la passe, le technicien portugais qui envoie une liasse d'argent dont on voit visiblement le ministre Narcisse Mouelé-Kombi qui dit « Je suis au rebond », peut-on lire en une du quotidien. Le Popoli. Pour finir donc cette revue de presse avec l'œil du Sahel qui parle d'Adamawa Wassande, grogne autour de l'attribution de 5000 hectares de terrain à une société turque. Ceci a été fait sans consultation des populations riveraines, évidemment. C'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui s'est chargé de cette opération sans consulter les populations locales. Pourtant, le terrain est bien du domaine national. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de cette revue de presse, de cette revue des journaux parue en kiosque ce matin. Place à présent avec nous deux invités sur le plateau. Hervé Villa-Ndjélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué pour ce jour. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à Brice Donald pour ce plateau. Bonjour à Idriss qui se trouve, j'espère qu'il va bien. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent. Pour ce matin, il faut dire que l'actualité qui nous a marqué reste le grand dialogue national jusqu'à présent, qui fait les choux gras de la presse encore, et surtout la libération des militants du MRSC. Au moment où nous sommes sur ce plateau, on se rend compte que si beaucoup n'ont pas encore été libérés, ça veut dire que la décision prise par le chef de l'État n'a pas été respectée. Et il faudrait tout simplement que tous ceux-là qui ont pour mission de respecter, de faire appliquer ces décisions-là, doivent effectivement se rassurer que la décision du chef de l'État a été respectée in extenso, que personne ne puisse plus rester en prison pour quoi que ce soit, alors qu'il a été déjà déclaré libre. Nous disons aussi un bonjour à Idriss Lissom, certainement là où il est, il nous suit, certainement il a dû se déplacer pour son Lyon Ekele natal, où là-bas on va aussi saluer un chevalier de la craie, le proviseur Loa Dieudonné, qui est un fidèle téléspectateur de la revue des Grandes Unes. Il ne tarde pas d'ailleurs à nous appeler pour nous faire ses observations concernant le déroulé de chaque émission. Brice Donald Kamgan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Hervé, bonjour à nos téléspectateurs. Je suis ravi d'être là. L'actualité qui vous a marqué? Je suis saisi par la grosse confusion que certains de nos confrères tentent de créer au sein de l'opinion, notamment sur la gestion de certaines affaires judiciaires. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir ce matin, puisque certains journaux font écho de cette confusion ce matin, une fois de plus. Alors, on ouvre par le grand dialogue national, au quotidien La Nouvelle Expression, votre journal Hervé Villa-Ndjélé, qui dit ici Diongou était l'homme de la situation, l'homme d'une situation où il y a un certain nombre de propositions qui ont été retenues et que le SDF maintient son option pour le fédéralisme. D'ailleurs, Nidjon Fondi dans le journal qui a indiqué que c'est la meilleure offre à aller présenter aux indépendantistes et séparatistes pour leur dire voici ce qu'on a obtenu. Si ce n'est pas cette solution, est-ce que Diongou maîtrisera-t-il véritablement la situation? La nouvelle expression fait bien de penser que Diongou peut être l'homme de la situation, parce qu'il faut voir l'intérêt accordé par le Premier ministre au sujet de la paix au Cameroun. Pour se souvenir qu'au sein de cette crise même, il est parmi les victimes de cette crise. Vous vous souvenez qu'au lendemain, sa résidence qui a été brûlée. Au lendemain, 24 heures avant sa nomination à ce poste, en tant que chef traditionnel de la région, dans un village de la région du sud-ouest, il a vu sa concession brûlée. Vous voyez donc que lui-même est une victime. Il doit prier où qu'il soit que cette crise s'arrête afin qu'il puisse rentrer dans son village et discuter avec ses administrés de manière paisible. Ce qu'il ne peut pas faire maintenant. Donc vous voyez donc en réalité c'est une mission qui lui a été confiée et qu'il a intérêt de bien la mener. Sauf que la question que, après avoir fait ces observations et la volonté qui doit certainement l'animer au moment de mener le grand dialogue, on va se poser la question, est-ce qu'il a véritablement les moyens pour pouvoir mener à bien cette mission-là? Parce qu'on se souvient qu'après la première descente qu'il a faite dans cette région en crise, pour les interpréter, pour ramener, pour leur faire comprendre que le chef d'État est à l'écoute de tous les désidérata et que certainement il va se prononcer, on attendait effectivement que des mesures qui devaient suivre. Le chef d'État a annoncé vraiment ce grand dialogue qu'il l'a mené de main de maître. Sauf qu'on se rend compte que le carnaval du dialogue étant déjà tracé, ou du moins la volonté du Premier ministre n'est pas toujours celui qui doit appliquer parce qu'il est
il fonctionne en fonction du calendrier du chef de l'État. Et forcément, ne peut avoir que les moyens que le chef de l'État lui donne pour pouvoir mener à bien certaines missions. Certainement que, personnellement, s'il avait le pouvoir, il pouvait faire mieux que ça. Mais jusqu'à présent, il est un peu limité dans ses actions parce qu'il doit attendre qu'on lui prête une parcelle de pouvoir pour pouvoir agir. Autre chose, il ne faudrait pas qu'il oublie que quand même il a terminé cela, vous vous souvenez que le 1er octobre, dans cette partie du Cameroun, ils ont continué à célébrer l'indépendance qu'ils célèbrent depuis plusieurs années. Ils ont célébré l'indépendance et avec face de cette fois-ci, comme pour dire que malgré la tenue du dialogue, nous tenons ferme sur notre position. Donc, c'est bien d'avoir les intentions et même la volonté. La volonté ne suffit pas. Maintenant, il faudrait qu'il réussisse à convaincre le chef de l'État pour qu'on baisse un peu la garde, pour pouvoir négocier suffisamment avec ses belligérants pour que le Cameroun, qui était hier un pays assez... Qu'il le redevienne, afin que l'émergence dont nous rêvons tous puisse être un fait. Brice Donald Kangan, d'accord avec ce titre de la nouvelle expression? Un peu parce que effectivement le journal La Nouvelle Expression voit juste de dire que Joseph Dion Ngouté a des atouts. Joseph Dion Ngouté a des atouts, ses accents de diplomate plaident pour lui. Et je crois qu'il a une formation de diplomate, il a été notamment au Commonwealth et ainsi de suite. Je note également que le PM a un sens très marqué de l'écoute. Je note également qu'il est originaire du sud-ouest et dans l'une des régions du Ndian. C'est l'une des régions qui est en proie aux tensions. Sauf que cela ne suffit pas. Il ne suffit pas au Cameroun d'être compétent, d'être brillant, pour être efficace au poste où on est assigné. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un régime hyper présidentialiste et hyper centralisé. Le PM, j'aime souvent le rappeler, n'est qu'un instrument que le chef de l'État utilise. Souvenez-vous, pour illustrer ce que je suis en train de dire, qu'il y a quelques mois, Joseph Dion Ngouté, puisqu'on parle de lui, a suggéré, a demandé au patron des entreprises publiques de lui faire parvenir la liste des PCA et des responsables qui sont atteints par la limite de la durée de leur mandat. Et en respect d'une loi, celle de 2017 sur les entreprises et établissements publics. Vous vous souvenez très bien qu'il a été rappelé à l'ordre par le secrétaire général de la présidence de la République, alors qu'il ne demandait que l'application de la loi en tant que coordonnateur de l'action gouvernementale. Vous voulez... Sur la crise anglophone. Oui, sur la crise anglophone précisément. Il peut avoir toute la bonne volonté qu'il veut si le pouvoir central, autrement dit si la présidence, si le chef de l'État ne montre pas de bonne foi, de bonne volonté politique d'aller vers la solution, on n'y arrivera pas. Le PM, me semble-t-il, fait des propositions. Vous avez appris que les recommandations du dialogue qui viennent de s'achever à Yaoundé ont été transmises au président de la République qui agit d'après son agenda, d'après ses calculs, d'après son timing, d'après son tempo. Et donc, on attendra aussi longtemps qu'il le souhaitera. Est-ce que, à vous entendre, ça ne fait pas encore une semaine que le dialogue s'est achevé? Vous attendez que le président de la République implémente déjà ses résolutions? Mais Jean-Paul Chouniat, le chef de l'État ne gouverne pas depuis hier. Il est là depuis 1982. Nous avons des antécédents qui nous permettent de rester au moins réservés sur la célérité avec laquelle, la célérité qui est attendue dans l'implémentation des résolutions qui ont été arrêtées à Yaoundé. Est-ce que c'est le premier cas sur lequel on note l'inertie, l'immobilisme du pouvoir central? Dans beaucoup de dossiers, ça a été ainsi. En tout cas, nous allons... Pourquoi est-ce que des chefs d'entreprise sont en poste depuis 20 ans, 15 ans pour certains, et n'ont pas été remplacés? Dans tous les cas, c'est avant. En tout cas, c'était avant l'arrivée de Joseph Dion Ngouté. Oui, je voudrais ajouter une chose. Je vous dire que c'est vrai, on a battu sur ce plateau toute la volonté, toute la bonne foi, sauf que les moyens d'action ne sont donnés qu'à dose homéopathique et même la liberté de pouvoir agir. Certainement qu'il n'a pas toute la latitude d'agir parce que son pouvoir est également contrôlé, vous savez. On va beau le dire... Hervé Villandjelin, le Premier ministre, n'est pas autonome. Il n'est pas autonome. Ça veut donc dire que sa volonté seule ne suffit pas, nous l'avons déjà dit. Et même au niveau de l'implémentation des résolutions du grand dialogue national, il faudrait bien que ce chef de l'État entérine cela, sinon on ne va rien faire. Et même, je ne vais pas penser comme de là, puisque le chef de l'État va attendre longtemps pour le faire. Vous savez, pendant qu'on y est, il y a que la crise est en train de s'enliser dans les zones concernées et même les impacts davantage grandissent avec les déplacés et autres. Vous voyez donc, si tel que cela tient au chef de l'État, si
c'est tel que l'urgence est celui que nous crions sur ce plateau depuis au moins 3 ans. Et que la perception de cette urgence est partagée par l'État. Je pense qu'un décret, comme l'a fait pour les préfets il y a 2 jours, peut également être signé. Ça ne coûte rien, ce n'est que la force d'une signature et d'une lecture. Maintenant, la seule chose qui manque, qui est la moins partagée, c'est la volonté Jean-Paul Chauny. Jean-Paul, je voudrais dire avec vous que le Premier ministre n'est pas autonome, mais je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il faut préciser qu'un Premier ministre n'est non plus une marionnette. Il ne se nomme pas lui-même. Il reçoit des instructions, monsieur. On doit restons dans ce cadre-là. Il reçoit des instructions à appliquer. Alors, je pense que c'est ça. Ce que vous dites est vrai, Jean-Paul Chouniat. Mais il faut rappeler que le Premier ministre n'est non plus une marionnette. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un que vous consultez tout le temps et dont vous ne prenez jamais en compte son avis, on le perçoit comme un vaurien, entre guillemets. Et cela a un impact si les gens ne perçoivent pas ce que ça a comme conséquence. Cela a un impact sur son autorité. Souvenez-vous qu'en 2016, en décembre 2016, le chef de l'État, dans l'un de ses discours, a parlé de la coordination de l'action gouvernementale. L'une des difficultés que les premiers ministres ont au Cameroun à coordonner l'action gouvernementale, c'est que le Premier ministre est nommé en même temps que les autres. Ensuite, quelques heures avant, il faut préciser. Il est nommé en même temps que les autres. Ensuite, on va évoluer, allons-y vite. On n'a pas l'impression, Jean-Paul Chouniat, que dans la pratique quotidienne, le Premier ministre joue un rôle central dans la prise de décision. Tout se décide à la présidence et donc, si le sort à la fois du PM et des membres du gouvernement se décide à la présidence, il est clair que les ministres vont regarder le ministre comme le Premier ministre, comme le premier des ministres, comme avait dit un député. Monsieur Donald Kamgan, tout part de la présidence avant que lui-même soit nommé au premier ministère, mon cher. Non, voilà, c'est que je dis. On va rester, nous sommes dans un régime jacobinien. On va rester sur le grand dialogue national. L'argent enfumé, titre encore le quotidien La Nouvelle Expression. Des voix s'élèvent au sein du CERA pour demander combien a coûté cette messe, au Trésor public. Brice Donald Villa Angélé. Il se doute, c'est un membre du CERAI qui se pose des questions. Comment jusqu'ici un bilan n'a pas été fait pour qu'on sache combien ça a coûté le grand dialogue national? Qui a besoin du bilan? Le peuple camerounais. Ah, vous savez qu'on ne rend jamais compte à ce peuple qui est amorphe, qui attend toujours que la main tombe du ciel. Ce peuple qui se réveille doucement de son sommeil très profond. Parce que vous savez, dans un régime démocratique où on dit que le pouvoir appartient au peuple, le peuple devrait jouir de ce pouvoir et même le manifester, le tenir et même le contrôler. Sauf que chez nous, ce n'est pas le cas. Le peuple a perdu le pouvoir depuis des années. Et le pouvoir appartient à ceux qui le détiennent jusqu'à présent, c'est-à-dire le président de la République et quelques personnes qui tournent autour de lui. Et du coup, peuvent faire leur volonté, non plus la volonté du peuple. Ça veut dire que le chef de l'État a décidé d'organisation du grand dialogue. Il a mis les moyens qu'il faut pour ça. Il ne veut pas savoir comment ça se passe. Maintenant, vous savez qu'on a dans une république qui n'est pas normale. Là, la caricature que je fais, c'est la république qui n'est pas normale. Dans une république qui est normale, on devrait rendre compte. D'ailleurs, que le budget alloué à l'organisation devait être connu d'avance. Et les moyens de dépenses également y afférents devaient être expliqués à tout le monde afin que le peuple puisse savoir à quelle sauce il est mangé et comment utiliser l'argent, ces différentes contributions quotidiennes. Mais maintenant, vous savez, l'argent au Cameroun est la chose la moins partagée. Il faut le reconnaître, et il appartient à ceux qui le possèdent, c'est-à-dire notamment ceux qui décident de son utilisation, ceux qui sont au pouvoir exécutif exactement, ceux qui gèrent le pouvoir exécutif au Cameroun. Et vous comprenez donc que le bilan est sans objet. Et quand on sait qu'on est un pays corrompu, ils ont peur de mettre ce bilan au goût du jour parce que des critiques sur l'usage de ce bilan vont émettre. Et du coup, on va penser qu'on a peut-être déstabilisé un État qui lui-même donne les moyens pour se faire déstabiliser à nouveau en gardant secret des comptes ou bien des bilans qui devaient être faits. Je reviens en disant tout simplement que Jean-Paul Chouniat, vous savez que le Cameroun est corrompu. C'est tellement que dans les poches de dépenses, il était prévu un budget alloué au départ, qui jusqu'à présent reste mitigé. Peut-être parce que le chef d'État n'a pas voulu qu'on le sache. Parce qu'il est le grand Manitou, il est fait et défait, oui. Mais sauf que quand on gère un pays comme le Cameroun, quand on voudrait s'inscrire dans la marche quand on voudrait s'inscrire dans l'émergence, la marche vers l'émergence, il faudrait rendre compte parce que l'exemple doit venir d'en haut au niveau de la gestion. C'est trop facile d'arrêter certains et de les mettre en prison, oui, mais tant que on se rappelle le fond de la gestion de la visite du pape. Pas seulement la visite du pape, on se rappelle également du glissement de la CAN 2019.
même si on a la chance de pouvoir encore organiser en 2021, vous vous souvenez que jusqu'à présent, aucun bilan n'a été fait malgré les revendications des uns et des autres. Souvenez-vous que des partis politiques sont descendus pour dénoncer cela. Et même pendant la marche du MRC, il était question, on a également évoqué que le bilan des fonds alloués aux constructions des stades devrait être évoqué afin que les coupables qu'on reconnaît avoir déjà habité plusieurs centaines de milliards soient punis. Rien n'a été fait. Et ne soyez pas surpris pour ceux qui demandent le bilan de l'organisation, des dépenses autour de l'organisation du Grand Dialogue national, que jusque-là présent, que rien ne soit fait. Et c'est comme ça que Cameroun, ça fonctionne. Brice Donald Kamgang, il faut indiquer que selon le quotidien La Nouvelle Expression, il y a un membre du Sérail qui décrit cela. Ne décrit-il pas parce qu'il a été mis à l'écart? Il s'est appuyé sur le cas de la CAN pour dénoncer. C'est possible. Mais je voudrais dire que la transparence n'est pas le dada du renouveau. La transparence n'est pas un mot qui est inscrit dans le vocabulaire du renouveau. C'est l'opacité, c'est le flou. Le rendre compte, comme les appellent les anglophones. Les piliers de rigueur et moralisation. L'accountability. Les dirigeants ne se sentent pas en aucun cas redevables des populations, du peuple qui est censé bénéficier des retombées de la gouvernance. Pas du tout. Hervé est revenu tout à l'heure sur le cas du scandale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a jamais eu une commission d'enquête, même pas au niveau du Parlement, pour qu'on sache ce qui s'est passé. N'attendez pas que l'on vous dise combien a coûté notre grand dialogue national, comme on l'appelle. Je voudrais sortir en indiquant que vous parlez là de l'argent. Écoutez, comment ont été choisis les délégués qui ont pris part à ce dialogue? Dans un pays normal, pour reprendre les mots d'Hervé, on aurait ne serait-ce que dressé, pour les besoins de transparence et de crédibilité de ces assises, le profil robot de ceux qui participent. Dans tous les cas, il y a d'ailleurs le gouverneur de l'Adamawa qui l'a dit, Tagué Kebuka, qui est mis ici d'ailleurs en profil bas, où des élites du Mbéré dénoncent sa discrimination dans le choix des membres des délégations. Lorsqu'il n'y a pas de transparence, on laisse libre cours aux supputations, aux dénonciations, parfois fondées, non fondées. Non fondées. Et justement, je parlais tout à l'heure du choix des participants. Ça, c'est une question simple qui aurait pu être réglée si on était sérieux. On parle là du choix des participants, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel. N'attendez pas que sur le choix des participants on soit opaque et que sur le nez de la guerre qu'on soit transparent. N'oubliez pas, Jean-Paul Chouna, juste pour ajouter... on n'a plus assez de temps. C'est qu'en fait, vous vous souvenez que pendant les consultations, beaucoup de millions ont coulé. Au Conseil national de la jeunesse, on a même sanctionné certains membres du bureau parce qu'ils avaient aussi dénoncé. Il y a même la sortie d'un président de parti. Exactement. Vous imaginez donc qu'il y a eu donc beaucoup de fonds alloués à ça. Combien donc? On en a distribué combien? Pendant les consultations et pendant le grand dialogue. Combien est-ce qu'on a mis? Quelle est la cagnotte de ce dialogue? On ne peut pas le savoir. Donc, dans un pays comme notre pauvre, très endetté, qui continue à nous endetter, vous voyez à quoi sert l'argent. Pour rester dans la suite du dialogue, la libération des détenus du MRC et la crise anglophone qui attise des appétits. Il y a aussi des ressortissants des autres régions qui exigent la libération on avait dit des criminels économiques, ceux qui ont détourné l'argent. Comment comprendre est-ce que cette mesure, est-ce que la grâce, comment comprendre cette mobilisation ou leur indiquer que la grâce, l'arrêt de poursuite pour ceux qui sont déjà pratiquement, qui n'ont pas été, l'arrêt de poursuite contre les militants du MSC de la crise anglophone, vaille pour ceux qui ont même déjà été condamnés? Quand on essaie de comparer les deux cas, on dit non. Objectivement, on doit dire non. Parce qu'en fait, les faits pour lesquels les personnes qui ont été libérées, ont été arrêtées, sont différents du cas de ceux dont on revendique la libération aujourd'hui. Ça pour dire qu'objectivement, quand on veut construire un pays, on doit être assez sérieux. Ils sont libérés parce qu'on veut ramener la paix, parce qu'effectivement, ils ont été arrêtés de manière arbitraire pour ça. Messager qui parle de la géopolitique du tribalisme qui est en ébullition. Oui, bien sûr, parce qu'en vérité, quand on revient sur les revendications de ceux, soit de ceux qui sont de la faction du sud de Boulou, bien des nordistes encore ou autres, parce qu'il fallait qu'on libère ceux des leurs qui ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Hyperfait. On comprend qu'il y a un peu de la malhonnêteté dans l'air. Et vous vous souvenez, vous savez, quand on le passe quelque part, si vous savez, vous sautez dans... C'est le grand dialogue. Ils peuvent aussi être graciés. Oui, ils peuvent être graciés. Ils peuvent être graciés, c'est vrai. Ça dépend de
c'est le chef de l'État qui prend cette décision-là. Maintenant, un pouvoir discrétionnaire. Bien sûr, c'est la discrétion du chef de l'État. Et maintenant, l'inviter à rien faire, c'est bien beau, vous savez. Ce n'est que, comment on dit ça, c'est un petit jeu qui profite, c'est de bonnes guerres. Un groupuscule, c'est de bonnes guerres. Si c'est fait, heureux pour eux. Mais maintenant, on va se poser la question, est-ce que, au nom du fait qu'on veut ramener la paix, on va bafouer toutes les règles de la République? Si tel est le cas, ok, au nom de la paix, on ouvre donc toutes les prisons, libérer tout le monde. À ce niveau-là, on va se rendre compte que oui, si vraiment comme ça, on reprend le Cameroun à zéro. Comme ça, on oublie, on efface tout ce que les uns ont fait, les autres ont fait, si on est dans une nouvelle république. Alors, Jean-Paul Chouinavou, vous avez constaté que à l'entame de mon propos, vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'a marqué dans la presse. Effectivement, depuis hier, c'est cette confusion, je vais la qualifier de dangereuse, que certains de nos confrères essaient d'entretenir. Elle est dangereuse pourquoi? Parce que, comme dit le messager ce matin, ça développe la géopolitique du tribalisme. Et dans le contexte qui est le nôtre, le contexte que l'on sait, avec la montée en puissance des discours de repli identitaire, notamment sur la toile, il est tout à fait dangereux d'entretenir ce type de revendication. Ce n'est même pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ce qui se passe au-dessus du gouvernement qui est censé maintenir, comme il le dit souvent, comme il le clame souvent, l'ordre social, la paix sociale. Est-ce que ce n'est pas aussi compréhensible dans le même temps où on a vu des sécessionnistes dont certains ont tué, avoué en public, avoué leurs crimes en public et être pardonnés? Non. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un élément qui motive ces différents groupes aussi à demander que le chef de l'État voie la situation, libère aussi ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'opération Épervier? Ça ne peut pas du tout être... Ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas dit que c'est la même chose. Je parle d'éléments de motivation pour cette demande. C'est justement l'élément de motivation qui est dérangeant dans cette affaire. C'est que vous vous appuyez sur le fait qu'on a libéré des détenus politiques qui avaient été arrêtés sur des éléments arbitraires. C'est que vous appuyez sur ces éléments pour demander qu'on libère des gens dont la condamnation est due à des détournements de deniers publics. C'est ça qui est dérangeant. Et vous le faites dans un contexte où le repli identitaire prend des galons. Et je disais que ce n'est pas le plus grave. Le plus grave n'est même pas ce que certains tabloïds disent. Le plus grave, c'est qu'on a fait un gouvernement qui se sert de ce type de revendications. Est-ce que vous avez suivi depuis que la toile s'embrase avec le discours de repli identitaire, une sortie cohérente et claire, une prise de position publique et claire qui nous donne la position des pouvoirs publics sur ce discours de repli identitaire? Pas du tout. Eh bien, la conclusion, au moins tacite, c'est que le gouvernement est complice, au moins de façon implicite, de ce discours. C'est que ce discours profite à certains lobbying, à certains pôles d'intérêt au sein du Sérail. Oui, on va sortir de la question pour chier dans le toit. On va sortir de la question. Il y a aussi le quotidien Le Jour qui parle des détenus du MRC. D'autres ont été libérés, certains sont en détention. Comment comprendre, je n'ai pas envie de dire cette justice à deux vitesses, du moins ils ont été interpellés pour pratiquement les mêmes motifs. Comment comprendre ça? Il faut dire quand même que il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une justice à deux vitesses. Parce qu'on ne peut pas demander la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone et qu'on ne libère pas tous. Ou bien demander la libération de ceux qui sont arrêtés dans le cadre de marche blanche du MRC qu'on ne libère pas tous. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Sauf si certains de ces détenus encore en prison ont été condamnés pour d'autres faits qui leur ont été reprochés. Comme le cas de Mamadou Mokta, par exemple, qui a pris 2 ans en prison pour rébellion au sein de la prison. Même si les militants du MRC continuent à contester cela et estiment que c'est à tête chercheuse, peut-être, mais sauf qu'une condamnation quand même. Si d'autres qui sont là sont dans le même cas que Mamadou Mokta, qu'on nous le dise, auquel cas, qu'on les libère tout simplement, bien du moins, qu'on explique pourquoi ils sont encore détenus. Parce que j'estime que le chef d'État devrait se saisir à nouveau de ce dossier, ou bien chercher à comprendre ce qui ne va pas. Est-ce qu'on n'aura pas l'impression que c'est une libération qui n'était pas totale? C'est vrai que dans le décret du chef de l'État, du moins, du chef de l'État, dans son tweet, dit que on donne la libération de certains militants du MRC. Certains. Et ça crée une petite confusion. On n'a pas demandé tous. C'est peut-être la subtilité qu'il y a au niveau de ce tweet
ou bien de cette décision du chef d'État qui fait que certains puissent encore rester en prison. Sauf que pour ceux qui sont restés, pour que le peuple camerounais puisse exactement se rendre compte que la justice est au service du peuple, qu'on rende compte, qu'on fait la précision, qu'on donne des informations sur les motifs de la rétention. Peut-être que les chefs d'accusation, il y a d'autres éléments qui ont été... Au-delà des marches, certainement, il y a eu d'autres... Justement, c'est pourquoi il faut communiquer. Quand on ne communique pas, il y a toujours un flou. Des interprétations peuvent être différentes à tous les niveaux et même prêter à confusion. Parce que tout simplement, on n'a pas communiqué. Il faudrait justement que l'on anticipe dans ces cas-là pour faire ça, donner des raisons pour lesquelles certains ils sont. Sinon, on pensera qu'il y a des cas d'injustice. Brice Donald Kamga. Oui, il y a manifestement de l'incohérence dans ce qui se passe parce que la centaine de militants du MRC dont on parle et qui sont en prison, pour certains d'autres qui sont jugés libres, qui comparaissent libres, comme on dit, ont été arrêtés, il me semble-t-il, dans les mêmes conditions que ceux qui ont été libérés en juin, arrêtés en juin pour d'autres en janvier, et les leaders et certains militants ont été libérés sans que les autres ne le soient. Je voudrais rappeler que même Mamadou Mota, dont on parle, il a été condamné certes à 2 ans de prison dans le cadre de la mutinerie du mois de juillet à la prison centrale de Yaoundé, mais attention, ses avocats ont interjeté appel à la cour d'appel du centre contre la décision. Est-ce qu'il y a certitude que les motifs qui sont reprochés aux autres militants du MRC, les chefs d'accusation qui sont reprochés aux autres militants du MRC qui ont été relâchés, ce sont les mêmes chefs d'accusation pour tous les militants du MRC? Au moins cette certitude, on l'a. Il y a des militants qui sont partis, par exemple, de Yaoundé hier pour Tchang. On a eu cette information, qui ont été arrêtés dans les mêmes conditions que certains qui sont encore détenus. En tout cas, vous le certifiez. Voilà. Donc, je voulais chuter sur le cas. On n'a plus assez de temps, allons-y rapidement. En quelques secondes, sur le cas de Mamadou Mouta, qui a été condamné dans le cadre des mutineries à la prison centrale à 2 ans de prison à Yaoundé. Mais je précisais que ses avocats ont interjeté appel. Et en droit, lorsque il y a une décision de justice et que les avocats interjettent appel, ça signifie que la procédure est encore pendante. C'est ce que les gens ne précisent pas. Ça signifie que la procédure n'est pas encore pendante. L'affaire n'est pas encore atteint ce qu'on appelle l'autorité de la chose judiciaire, c'est-à-dire une condamnation en dernier recours. Bon, je veux juste apporter des éléments, pas complémentaires du moins, pour faire comprendre à Brice que quand une décision définitive a été rendue dans le cadre d'une affaire inscrite en justice, quand on interjette appel, la décision de justice rendue, elle est encore valable. C'est quand on ouvre le dossier d'appel. Oui, c'est quand on ouvre le dossier d'appel. Et le dossier d'appel ici, jusqu'ici, n'a pas encore été ouvert. À ma connaissance, pas encore. Parce que c'est quand on ouvre le dossier d'appel. Là, du moins, on remet donc en cours la décision de justice rendue au préalable. Sortons de ce sujet, sortons de cette émission avec la grogne autour de l'attribution de 5000 hectares de terrain à une société turque. Le ministre de l'Agriculture qui s'est chargé de ça sans consultation des populations. Oui, on s'est plaint il y a quelques mois sur le cas des Chinois à qui on avait attribué 100 000 hectares de terrain pour l'agriculture dans un pays où les Camerounais eux-mêmes ont un problème d'accès à la terre. Vous comprenez que ça devient quand même très difficile à dénoncer. Maintenant, est-ce que dans les études de faisabilité qui ont été faites, on se rend compte qu'effectivement, en attribuant les 5 000 hectares de terre, ça va permettre que l'agriculture camerounaise soit davantage développée et que les retombées puissent profiter d'abord aux Camerounais? Peut-être, à ce niveau-là, on peut leur donner raison. Maintenant, de ce reste cependant, il faudrait l'analyser dans tous les sens. Un mot, Donald, on sort. Ajouter à cette affaire les concessions flou attribué à des entreprises chinoises au Cameroun, dénoncé par la presse il y a quelques mois, et vous comprendrez. Vous comprendrez. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes, la pensée du jour. Si un récipient peut contenir de l'eau, mais aucun ne peut contenir de parole. Si un récipient peut contenir de l'eau, aucun récipient ne peut contenir de parole. Madame, Monsieur, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre.